J'ai compté 80 nouveautés ces 2 dernières semaines. Il y a des nouveautés côté Aurora et on en parlera. Aussi une nouvelle famille d'instances EC2. On parlera d'accès privé à la console et de TimeStream. Je passerai un peu de temps sur Cedar, un nouveau langage pour exprimer des règles de contrôle d'accès. Et puis je terminerai par Code Whisperer, ce nouveau service qui améliore la productivité des développeurs, et de Device Farm pour tester vos applications sur des vrais appareils mobiles. On détaille tout ça dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le 161e épisode du podcast AWS en français tous les vendredis matins. Merci de nous écouter sur Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, sur le site web également. Abonnez-vous, réabonnez-vous, laissez-moi vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Vous trouverez les adresses et les liens dans les notes de ce podcast. Une semaine sur 2, vous le savez, nous parcourons les nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS avec une revue des nouveautés forcément biaisée en fonction de l'intérêt, plus pour les développeurs, plus pour les gens qui construisent des solutions. Et dans la longue liste de solutions cette semaine, la première que j'ai épinglée s'appelle Amazon Aurora I/O Optimized Cluster Configuration. C'est une nouvelle version d'Aurora si vous avez des applications qui sont très demandeuses en termes d'I/O. Donc Aurora, c'est quoi? C'est une base de données entièrement managée dans la famille de bases de données RDS. Elle est compatible MySQL et Postgres, mais on a réimplémenté entièrement un engin de stockage du 21e siècle, fait et pensé pour le cloud, ce qui lui donne une grande durée de durabilité et de disponibilité. C'est une base de données qui est assez simple à scaler aussi, puisqu'elle peut avoir plein de réplicas. C'est pas nouveau, hein. Aurora, ça a été lancé en 2014, donc l'année prochaine on fêtera ces 10 ans déjà de Amazon Aurora. Il y a une version serverless également, si vous voulez pas provisionner de la capacité à l'avance, ou si vous avez des variations dans la capacité, la version Aurora serverless V2 pourrait être pour vous. Alors, c'est quoi cette nouveauté Aurora I/O Optimized? C'est que depuis le lancement d'Aurora il y a presque 10 ans, c'était un modèle de facturation à la demande pour les I/O. Donc ça veut dire que c'était difficile parfois de prévoir le coût de vos I/O. Et donc dans ce nouveau mode qui s'appelle Amazon Aurora I/O Optimized, qui est un mode que vous choisissez à la création de la base de données, ou après, vous pouvez migrer une base de données de l'un vers l'autre. Vous payez une capacité fixe pour les I/O. Si vous avez des bases de données qui sont très demandeuses en I/O, typiquement le point de bascule, c'est si vous avez plus de 25% de votre facture Aurora qui est dédiée aux I/O, alors ça vaut la peine de passer sur Amazon Aurora I/O Optimized, parce que vous pourrez économiser en fonction de vos applications jusqu'à 40% du coût sur votre facture Aurora. Donc c'est une option que vous choisissez à la création de la base de données. Vous avez maintenant 2 modes, Aurora Standard, qui est l'ancien mode, avec bon pour les applications qui ont un usage modéré des I/O. En gros, si votre coût d'I/O est jusqu'à 25% maximum du coût total de la base de données, vous choisissez, vous restez dans ce mode-là. Si vous avez plus de 25%, alors passez en mode Aurora I/O Optimized, et vous pouvez évidemment convertir les bases de données existantes sans même les arrêter. Donc dans la console, vous pouvez convertir une base de données standard vers I/O Optimized, et retour éventuellement si vous souhaitez revenir à du standard plus tard. J'ai le blog post de mon collègue Chen Yoon en Corée qui vous a expliqué tout ça, et vous trouverez les liens dans les notes du podcast. Tant qu'on parle d'I/O et de nouveautés côté infra, une nouvelle famille d'instances Amazon EC2, les i4G. Donc G, ça indique Graviton, le processeur à l'architecture ARM conçu par AWS, et I, ce sont les instances qui sont I/O Optimized. Donc si vous avez de gros besoins de stockage, et de stockage local en l'occurrence ici, puisqu'il y a des disques SSD NVMe qui sont attachés à ce type d'instance, ça va du i4G large avec 2 CPU, 16 Go de mémoire et 468 Go de stockage local, jusqu'à du i4G 16
fois large, 64 CPU, 512 Go de mémoire et 15 terabytes de stockage répartis sur 4 disques SSD de 3.7 chacun. Donc vraiment pour les applications qui ont besoin beaucoup d'IO en local avec des SSD extrêmement rapides, on parle de 1 million de random read, d'IOPS read par seconde, on parle de 5600 mégabytes par seconde pour les reads séquentiels et jusqu'à 8000 mégabytes par seconde de read séquentiels avec du turn write protection sur des blocs de 4K, 8K ou de 16K. Donc ces instances sont disponibles dans 3 régions pour le moment, 4 régions je crois. Ohio, Northern Virginia, Oregon aux États-Unis et une seule région en Europe, c'est l'Irlande. On demand, reserve, enfin toute la semaine comme d'habitude, avec les saving plans également. C'est pour vos applications qui ont besoin d'énormément d'IO. Petite nouveauté côté console AWS Management également, la console AWS qui permet de faire maintenant du private access. Du private access, ça veut dire d'établir une règle d'accès, un peu comme un firewall qui dit je peux accéder à la console de mon compte que depuis tel réseau, tel VPC par exemple, ce qui vous permet de restreindre l'accès à la console depuis votre réseau d'entreprise privée uniquement et pas depuis l'internet public. Donc c'est une corde en plus à votre arsenal d'outils de sécurité, les accès privés à la console AWS. Si vous utilisez Amazon Time Stream, vous savez, cette base de données Time Series, d'ailleurs on aura un épisode du podcast AWS en français sur les Time Series, ça sera pendant les vacances au mois d'août si tout va bien. Je fais un peu de teasing pour les futurs épisodes du podcast. Si vous utilisez Amazon Time Stream, vous pouvez maintenant exporter vos données vers S3 avec une seule commande. Donc on a rajouté une commande qui s'appelle Unload, qui permet d'exporter les données dans Time Stream vers S3 au format Apache Parquet ou CSV. Vous pouvez également choisir votre mode de compression et l'argument, la clé, la propriété qui sera utilisée pour partitionner les données. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça ? Pour exporter vos données Time Series vers d'autres systèmes, pour faire de l'analytique par exemple, ou croiser le dataset avec d'autres datasets qui sont déjà dans votre data lake. Donc Amazon Time Stream supporte maintenant le unload des données vers Amazon S3. Cedar, comme le nom de l'arbre, c'est un langage qui permet de définir des politiques de contrôle d'accès. En gros, c'est un langage qui permet de définir si telle condition est remplie et que le principal, donc la personne qui veut faire l'accès, c'est ça ou ça, alors j'autorise ou je refuse telle et telle action. Donc c'est un langage formalisé, open source, que nous avons commencé à utiliser dans 2 services, dont un que j'avais moi-même annoncé lors de la conférence reInvent à Las Vegas l'année passée, fin 2022. C'est Amazon Verified Access, c'est un service qui permet de se passer des VPN et de donner un accès sécurisé à vos applications internes, et la sécurité passe justement sur ce langage de politique, un langage qui permet de définir les ACL, les Access Control List, sur vos ressources. À peu près à la même période, on avait lancé Amazon Verified Permission, qui est un service qui permet pour les développeurs d'applications cette fois d'inclure des règles d'ACL dans vos applications. Imaginez, je développe une application web ou mobile et j'ai besoin que les admins puissent définir des règles d'accès par exemple. Bien, je ne vais pas réinventer la roue entièrement. Je peux utiliser Cedar et le service Amazon Verified Permission pour aller définir mes permissions dans ce langage Cedar et utiliser le service Verified Permission pour faire l'évaluation de ces permissions. Donc qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les specs et les librairies qui permettent de manipuler le langage Cedar sont disponibles en open source pour tout le monde. Il y a un long papier sur le site Amazon Science qui explique comment on a construit Cedar et surtout comment on peut y appliquer du raisonnement automatique, c'est-à-dire c'est un langage
formalisé. On utilise un langage formel de preuve de programme qui s'appelle Daphne pour mathématiquement vérifier que vos ACL sont définis dans le langage de CEDAR, sont conformes à vos politiques de sécurité et détecter ainsi automatiquement des gaps, des écarts qu'il pourrait y avoir entre vos politiques et telles que vous les avez définies dans le langage ACL et telles qu'elles devraient être. C'est passionnant, ça touche à la sécurité du code évidemment puisque ce sont les accès de contrôle et surtout à quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'automatisation de la sécurité, non plus de façon réactive ici, mais proactivement en allant analyser ce langage CEDAR. Donc si vous êtes intéressé par la science sous-jacente à la preuve de programme automatique, à la preuve de permission automatisée et manuelle, je vous mets les liens dans les notes du podcast, à la fois vers cet article d'Amazon Science, à la fois vers l'explication du langage de programmation Daphne. Et puis pour terminer, il y a un playground, donc il y a une application CEDAR qui vous permet de taper vos politiques d'accès, de taper vos requêtes d'autorisation comme si elles venaient d'une application. Vous dites le principal c'est ça, l'action c'est ça, la ressource c'est ça, et donc d'évaluer en temps réel les politiques, est-ce que l'accès est autorisé ou pas, un peu comme on fait avec IAM d'ailleurs. Donc c'est un playground qui vous permet de tester vos policies sur CEDAR. Si vous développez des applications et que vous avez dans vos applications ce concept d'ACL, peut-être vous serez intéressé par CEDAR et tous les outils que nous avons sortis autour de CEDAR cette semaine. Nouvelle pour les développeurs, Amazon Code Whisperer est maintenant disponible comme une extension pour Jupyter Lab et pour Amazon SageMaker Studio. Donc SageMaker, c'est l'IDE pour travailler sur la donnée et entraîner des modèles notamment qui utilisent Jupyter également. Et donc vous pouvez utiliser Code Whisperer. Si vous avez loupé le coche, Code Whisperer, c'est un service d'aide aux développeurs qui est gratuit d'ailleurs pour un usage personnel. Il suffit juste d'avoir un Builder ID, donc juste une adresse email. Il ne faut même pas de compte AWS ou de carte de crédit. Vous attachez l'utilisation de Code Whisperer à votre Builder ID. Et puis pour les entreprises, c'est pas gratuit, là il y a un coût, mais il y a des fonctionnalités supplémentaires, notamment le single sign-on avec les systèmes d'identité d'AWS. Mais donc Code Whisperer, c'est quoi? C'est un outil qui utilise de l'intelligence artificielle pour vous faire des suggestions de code au fur et à mesure que vous les tapez. Vous voulez écrire une fonction en JavaScript, en Python, en Java, qui interagit avec DynamoDB par exemple. Vous mettez juste le commentaire au début. This is a function, en anglais évidemment. This is a function that writes to DynamoDB, blablabla. Et il va vous suggérer un template de code que vous pouvez accepter ou refuser. Il est aussi capable, Code Whisperer, d'analyser votre code existant et de détecter des failles de sécurité potentielles dans le code existant. Et puis il est capable aussi, et ça à mon avis il est le seul sur le marché à faire ça, à donner des attributions. C'est-à-dire que quand il vous a suggéré un bloc de code, il va également dire d'où ça vient et quelle était la licence originelle. Est-ce que c'est une licence MIT, Berkeley, Apache ou GPL? Et donc vous pouvez décider si oui ou non vous utilisez ce code-là en fonction de la licence de votre propre code. Donc allez jeter un coup d'œil sur Code Whisperer. Ma collègue Tiffany Souter a publié 3 vidéos de 5 minutes. Donc il vous faut vraiment que 15 minutes pour comprendre ces 3 aspects-là. Génération de code, check de sécurité et attribution de licence au code généré. C'est en anglais, mais je vous mets quand même les liens dans les notes du podcast. Et puis je termine avec 2 petites nouveautés sur Device Farm. Device Farm, c'est ce service qui vous permet de tester vos applications web ou mobiles sur des vrais appareils et pas uniquement dans des simulateurs. Donc vous pouvez imaginer Device Farm comme étant des énormes étagères avec plein d'appareils iPhone et Android et puis des browsers également pour aller tester vos applications sur différents ranges d'appareils avec des tailles d'écran différentes, des versions d'Android ou d'iOS différentes, etc. Vous envoyez vos scripts de test en utilisant les librairies de tests standards comme Appium par exemple ou XCT UI Test pour Apple sur iOS et les tests vont s'exécuter sur les devices dans le cloud et puis vous reviennent chez vous. Donc 2 nouveautés pour Device Farm, on supporte les rooted devices sur Android, donc des rooted c'est le jailbreak, hein, c'est de faire sauter les protections instauré par le vendeur. Donc maintenant vous pouvez réserver des devices privés pour vous et les configurer en mode rooted
pour vos private devices. Évidemment, vous ne les partagez pas avec d'autres clients, ces devices-là. Ça vous permettrait de faire du test avancé, par exemple, avoir plus de métriques sur la batterie, sur du benchmark, où vous avez des accès plus directs, on va dire, au file system du device. Donc ça peut être utile dans certains scénarios de test. Et puis on annonce également sur Device Farm, pardon, j'hésite un peu, l'intégration avec les VPC. C'était c'est une demande qui datait depuis longtemps. Donc si votre batterie de test a besoin d'accéder à des ressources qui sont privées, des bases de données par exemple, ou enfin voilà, des ressources qui sont privées dans votre VPC, maintenant on peut plugger ces devices physiques dans votre VPC. Voilà pour le tour des nouveautés que je vous avais concoctées ou sélectionnées en tout cas cette semaine. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine on parlera retail dans le monde des vêtements et de la mode avec une grande marque connue. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez le podcast vers 7h30, 8h du matin la semaine prochaine dans vos applications de podcast, et abonnez-vous d'ici là si vous voulez être sûr de ne pas le louper. Merci d'avoir écouté ce podcast en français jusqu'au bout. Profitez bien de ce long week-end pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a quelques jours fériés qui s'ajoutent au samedi, au dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast AWS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.